sur les aspects religieux, sur le Oui, notamment. Effectivement, disons qu'à partir des années 90, il y a eu des changements non seulement dans la société ouïghour, mais aussi dans toute l'Asie centrale, sachant que la société ouïghour, elle partage l'évolution des choses plus du côté de ses cousins centra-asiatiques que les Chinois, de l'autre côté. Donc, comme vous le savez, en 1911, l'URSS s'est éclatée en des républiques turcophones, en 5 républiques turcophones. Donc cela a eu des impacts dans le sentiment des Ouïghours d'avoir une possibilité probable d'une république indépendante ouïghour aussi. Et dans le même temps, en fait, comme vous le savez, pendant le règne de l'URSS dans l'Asie centrale occidentale, la pratique islamique la pratique religieuse était totalement interdite. Il y a eu beaucoup de répression religieuse des Russes. Et une fois l'indépendance est obtenue, dans ces pays, nous avons vu aussi une nouvelle vague d'une pratique religieuse dans ces pays voisins. Et puis, à côté, il y a également, en fait, la région ouïghour, elle est à côté du Pakistan et de l'Afghanistan aussi. Et cette période-là était également l'ouverture des frontières chinoises et des frontières occidentales de la Chine vers l'extérieur. Et c'est aussi, à ce moment-là, nous avons assisté aussi à une vague de migration des Ouïghours vers l'extérieur, d'abord vers les pays de l'Asie centrale et la Turquie, donc, qui sont les pays culturellement et traditionnellement, historiquement proches. Et tout cela a une influence, bien entendu, sur les Ouïghours, puisqu'en fait, lorsqu'on partage des frontières avec un autre pays, ce n'est pas seulement des échanges commerciaux, mais aussi des idées, des échanges des idées. Les gens, quand ils traversent les frontières, ils ramènent aussi des différentes idées. C'est pourquoi, en fait, le changement survenu dans la vie des centra-asiatiques occidentaux, l'autre côté de la frontière, est venu également influencer sur la vie des Ouïghours par ces ouvertures des frontières. Donc en fait, s'il y a un changement ou alors évolution dans les pratiques religieuses des Ouïghours, oui, puisqu'il y a des différentes influences, comme je dis, l'ouverture de la politique chinoise des frontières pour des raisons de développement, à la suite de politique de Deng Xiaoping, comme le dit Sabine, et l'éclatement de l'URSS, qui a permis une ouverture de pratiques religieuses, de renouveau d'un islam, et surtout de l'islam wahhabite, qui est venu de l'Arabie saoudite, librement pénétré dans l'Asie centrale à partir de cette vide de début de l'éclatement de l'URSS. Cela, sans aucun doute, aussi a entré par l'ouverture des frontières dans la région également. Mais ça, c'est l'un des aspects. Il y a aussi, à partir des années 90, il y a une autre politique de la Chine. Comme je disais, avec l'ouverture des frontières, il y a eu de nombreux Ouïghours, commerçants d'abord, qui sont partis dans les pays étrangers, notamment de l'Asie centrale, turcophone, pour faire du commerce, mais aussi énormément de jeunes Ouïghours pour faire des études. Et la Chine, le gouvernement chinois, a envoyé des vagues des jeunes étudiants vers des pays musulmans, à savoir comme des courants extrêmement opposés de l'islam, comme d'un côté l'Arabie saoudite, de l'autre côté l'Iran, et aussi l'Égypte. Donc ces 3 destinations qui tiennent un discours ou alors un courant islam radicalement opposé entre eux. Et la Chine a envoyé des jeunes Ouïghours à avoir une formation religieuse dans ces pays. Ensuite, ces jeunes-là, ils sont revenus au bout de quelques années dans la région. Ils sont partis avec une bourse gouvernementale. Ils sont revenus, ils commencent à prêcher chacun leur vision différente de l'islam. Cela, bien entendu, a influencé la société ouïghour et que le gouvernement a laissé pendant 15 ans, pendant une quinzaine d'années, librement prêcher ces jeunes.
et que cette pratique d'envoi des jeunes aussi, ça a duré aussi longtemps pendant ce temps-là. Nous avons vu ces dernières années d'ailleurs les fruits, puisque la Chine, le gouvernement chinois, à partir du début de ce système de camp de concentration, parmi les premières cibles, qui sont les intellectuels surtout, mais aussi toutes ces l'anciens jeunes qui ont fait des études avec la bourse gouvernementale dans ces pays islamiques et qui sont revenus pour enseigner à l'Institut islamique du Rumchi et dans des mosquées, désignées par le gouvernement, mais qui sont quand même arrêtés cette fois dans cette vague de répression. En résumé, voilà, toutes ces différentes raisons et des vagues de mouvements organisés, à la fois orchestrés par le gouvernement, mais aussi des raisons extérieures, comme j'ai dit, l'ouverture des frontières, mais aussi... voilà. Alors, je vais demander aussi à Sabine Trémajac, c'est quoi la stratégie du gouvernement chinois derrière ce système de camp d'internement, et puis finalement, pour quel effet, pour quel objectif? Alors, ce que vient d'expliquer Dinour est tout à fait juste et tout à fait vrai. Je vais rajouter deux petites choses. D'abord, c'est une date que vous connaissez tous par cœur, 2001. 2001, ben voilà, c'est le World Trade Center. Et tout d'un coup, les Ouïghours, parce que musulmans, sont montrés du doigt. C'est les terroristes. Et moi, j'étais en 2001, au début 2002, et on disait terroristes, carrément. On parlait des Ouïghours, c'est tous des terroristes. Alors là, ça leur a fait un coup moral épouvantable. Ils sont devenus tristes à mourir. Et moi qui m'intéresse à la musique... Quand vous dites « on », c'est qui on? C'est le gouvernement ou c'est même la population chinoise? La population chinoise et le gouvernement. Ah, tu vas chez les terroristes? Et on m'a refusé un visa à Paris quand j'ai dit que je voulais, de Pékin, aller au Xinjiang. Qu'est-ce que tu vas faire au Xinjiang? Je dis, ben, je m'intéresse, je fais un travail sur la musique ouïghour. Il faut que j'enregistre, il faut que j'aille continuer les enquêtes. Ouais, t'as pas allé là-bas, c'est des terroristes. Donc et là-bas sur place, c'est aussi, on lui disait, donc 2001. Et après, il y a eu des négociations avec les pays, comme disait Dinour, voisins et contigus avec le Xinjiang. Et il se trouve que la frontière entre la Chine et le Pakistan, qui est constituée d'un no man's land, au début, quand j'ai traversé, je travaillais plusieurs fois avec le Karakorum Highway, c'était 40 km. Et ça a été agrandi, la Chine a donné une vingtaine de kilomètres en no man's land entre son territoire et le Pakistan. Et là, c'était évident. Et une fois, j'étais là à déjeuner avec mes musiciens ouïghours à Kashgar. Ils m'ont dit, ben dis donc, t'as été à Tajoukan? Je dis oui, pourquoi? T'as pris à Karakorum Highway? Je dis oui. Et alors, t'as vu Ben Laden? Je dis quoi? C'était dans un restaurant. Alors moi, je dis, ah mais chut. Et il dit, ben oui, il fait semblant d'être aveugle et puis en fait, il garde des moutons. Ah bon? Alors moi, après, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, je ne parle pas politique à ces gens-là. Moi, j'enregistre et je fais de la musique avec eux, c'est tout. Mais ils étaient là comme ça, ils étaient sûrs que bon, pour vous dire un peu l'ambiance. Après, il y a eu 2009. Alors à 2009, et on a vu les photos dans le film, et ça c'est très intéressant, parce que là, ça a été à l'inverse. 2009, ça a commencé avec des Ouïghours violés dans des entreprises, dans les villes du sud de la Chine, à Xiamen. Je crois que c'était en fait, on avait accusé des Ouïghours d'avoir violé des femmes RAN, et il y a eu donc une révolte dans l'usine, et des Ouïghours se sont fait tuer. Il y a eu les deux versions. Il y a eu des deux versions. Je n'y étais pas, donc je ne sais pas. Toujours est-il que 2009, ça a été épouvantable. Et j'y étais juste après. Et il y a eu, comme il a été dit, quand on dit 100... Quel chiffre? 187 morts. Le bilan officiel, 187. Oui, avec 187 ou 197 crânes, donc c'était horrible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des centaines de milliers de disparus 197. ouïghours. Des dizaines de centaines... Non, des dizaines de milliers de disparus. C'est très difficile d'interpréter le chinois et le français avec les chiffres. De disparus ouïghours. Ils sont disparus.
Moi, j'ai beaucoup d'amis disparus. Qui ne sont pas revenus, donc depuis 2009, qui n'ont pas refait surface. Non, on ne sait pas où ils sont. Personne ne sait où ils sont. En 2012, la dernière fois dont j'étais là-bas, des amis m'ont dit, fais attention, maintenant il y a des camps, même pour les étrangers. Parce que moi, je m'étais dit, de toute façon, les étrangers ne vont jamais me mettre en prison parce qu'ils ont trop peur que je connaisse ce qui se passe en prison chinoise. Comme anthropologue, c'est tentant. Enfin, je ne suis pas très casse-cou, enfin bon. Et de toute façon, c'est arrivé, mais les gens sont expulsés à ce moment-là. Donc, je me suis dit, au pire, je suis expulsée. Et en 2012, un ami ouïghour m'a dit, fais attention, là, ne rigole plus. Il y a des camps qui sont aux marges de Urumqi, donc la capitale, où on enferme aussi les étrangers. On sait qu'ils y rentrent, on les a jamais vus sortir. Donc là, j'ai arrêté de rigoler et je regardais ma vidéosurveillance que j'avais dans ma chambre à l'université. Innocente que j'étais, je pensais que c'était un truc anti-fumée. J'ai vite compris qu'en fait, j'étais espionnée jour et nuit. Bon, voilà. Juste, je voudrais revenir... Donc, 2001... 2009, oui c'est ça, 2009 c'est très important. Et alors maintenant, que se passe-t-il maintenant? Et là j'aimerais étendre le sujet sur une chose qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la route de la soie, parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? L'idée de Xi Jinping, comme si ça ne lui suffisait pas de s'occuper d'une population de 1,3 milliard de Chinois, il aimerait s'occuper de toute la population qui va récupérer grâce à la nouvelle route de la soie, grâce à ce qu'on appelle le haut-bord. Alors là, on voit justement ces nouvelles routes de la soie. Voilà. Je remercie Alexandre Grandil qui a fait cette carte. Et on peut voir, donc, alors il y a de la lumière, mais on peut voir que vraiment le Xinjiang est vraiment au cœur de ces couloirs de la route de la soie. Vous voyez Kashgar, ici en jaune, Bishkek. Voilà. Bishkek qui n'est pas au Xinjiang, mais voilà, Kashgar est vraiment au cœur de ces routes de la soie. Donc, au bord, l'acronyme c'est One Belt, One Road, ça c'est au bord. Il y a un autre acronyme, c'est BRI, Belt Road Initiative, merci. Et c'est les voies terrestres et maritimes. Et ça permettrait de relier la Chine avec l'Europe et l'Afrique. L'Afrique, ils sont obligés d'être reliés à la Chine parce que maintenant les Chinois sont complètement investis en Afrique, donc on va obliger les gouvernements de certains pays africains à signer avec l'Europe, avec la Chine, pardon, qu'elle a plus. Par contre, pour ce qui est de l'Europe, l'Italie a signé il y a un mois déjà avec la Chine. Et le tout, c'est un projet qui englobe, j'ai été chercher les chiffres, 68 pays, c'est-à-dire 4,4 milliards d'habitants. Donc le milliard 300 millions, ça ne suffit plus à Xi Jinping. Maintenant, il veut s'occuper de 4 milliards 4 habitants, et ce qui représente 40% du PIB mondial. Donc pour ce faire, il faut supprimer tout ce qui gêne. Et donc en gros, il faut une stabilité absolue dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Exactement. On a pris un peu de retard, il nous reste 20 bonnes minutes pour prendre les questions du public. Alors on va peut-être promener un micro, il y en a une là-bas. Attendez, Joris, si ça ne te dérange pas d'amener le micro au jeune homme avec le t-shirt blanc derrière. Tout d'abord, merci d'avoir organisé cet événement. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir des informations sur ce sujet-là. C'est pas une question, c'est juste une minuscule remarque pour dire qu'il y a un article de la Quadrature du Net qui est sorti il y a quelques semaines maintenant sur les expériences de reconnaissance faciale en France. Donc je vous invite simplement à jeter un œil à cet article et à prendre conscience de ce que sont en train de projeter, notamment les maires de Saint-Étienne, Marseille et Nice en termes d'expérience de reconnaissance faciale, et éventuellement interroger les échanges qu'il peut y avoir entre la Chine et la France à ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Question des présupposés assez pessimistes. J'ai prononcé un mot que je n'ai pas encore entendu ce soir, c'est le mot de génocide. Est-ce qu'on peut parler d'une situation génocidaire ou pré-génocidaire au Xinjiang aujourd'hui? Merci. Les deux micros fonctionnent. Merci d'avoir posé la question.
J'ai pas osé parce que je voulais pas plomber dès le début l'atmosphère. Je préfère raconter les histoires de princesses, que c'est plus rigolo. Mais je peux vous dire que, en tant qu'anthropologue, je suis en train d'assister à un génocide en direct et que je suis très mal parce que j'ai pas appris pendant mes études, pendant mon doctorat avec mes maîtres, j'ai pas appris à vivre un génocide en direct et je sais pas quoi faire. Je peux vous dire ce que je fais. Je me bats partout et avec tout le monde. J'ai écrit à monsieur Macron, j'ai écrit à madame Macron qui m'a dit qu'elle allait en informer son ministre des Affaires étrangères. Je me suis dit, heureusement que j'étais là. J'ai été avec Marie-Françoise Courel, qui est professeure émérite de géographie de la Sorbonne, auprès de la mairie de Paris, parce qu'il y a un prisonnier condamné à mort dans ces camps, qui n'est autre que le président de l'université du Xinjiang. Et comme il est professeur honoris causa de la Sorbonne, grâce à Marie-Françoise Courel, on s'est dit quand même, avoir le portrait de ce professeur en costume accroché à la mairie, comme on a eu tous nos représentants français qui avaient disparu à un moment, ça serait génial. Et nous avons été, et ça a été une niette totale. Pourquoi ? Parce que on nous a dit clairement, les yeux dans les yeux, oui, mais vous comprenez, la France, elle vend des armes à la Chine. Et puis vous Ouïghours, c'est bête, c'est des musulmans quand même. Hein. Ouais. Et alors, le coup de ce monstre, ça a été le chef de cabinet de la personne rattachée à Madame la maire, dont je tairai le nom, mais tout le monde le connaît, de me dire les yeux dans les yeux, oui, mais votre monsieur, là, il est peut-être mort déjà. Oh je n'y avais pas pensé, dites donc. C'est du foutage de gueule. Bon, alors je fais ça, et j'essaye de ne pas m'énerver, mais vous voyez, dès que j'énonce ça, je m'énerve. Et je vous remercie beaucoup d'avoir prononcé le mot génocide, parce que évidemment que c'est un génocide. Et je vais vous dire encore une chose, quel avenir pour la population ouïghour ? Zéro. Alors, je crois que Angélique voulait ajouter quelque chose. Oui, Angélique ou Antoine. En effet, merci d'avoir posé la question parce qu'elle se pose. Nous, on est journalistes, on n'est pas anthropologues, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve d'extermination physique. C'est-à-dire que dans ces camps, pour l'instant, on n'a pas de preuve que les gens meurent. Oui, mais on a... il y a des personnes qui meurent dans ces camps, on le sait, mais il y a peut-être un génocide culturel en cours, c'est ce qu'on a dit, une sinisation, une ranisation, mais un génocide comme on l'a eu avec le génocide des Juifs, des Khmers, des Arméniens. Quand il y a les autodafés de livres, je suis désolée, ça fait partie de ça. On va juste le laisser finir et puis après je vous redonnerai le... C'est juste une précision, nous on va pas répondre à la question. C'est une précision et c'est ce qu'on dit, on n'est pas des experts sur cette question, on n'est pas des anthropologues. Mais sur le terme de génocide, sur la vie des gens que l'on prendrait pour leur appartenance ethnique, il se passe des choses gravissimes au Xinjiang, c'est ce qu'on a essayé de raconter dans ce documentaire. Mais on dit qu'il faut quand même faire... Il n'y a pas une planification, il n'y a pas une politique de planification de l'extermination, de meurtre, de choses comme ça. Enfin, c'est ce que je pense que... Voilà, c'est la que... précision Alors, sur le terme. Attention. Merci. On parle déjà de l'ethnocide. Effectivement, on a déjà utilisé le terme génocide culturel. Nous avons publié, enfin, les chercheurs, plusieurs tribunes et on a utilisé ces termes-là. Oui. Sur la question, par contre, en fait, génocide tout court, effectivement, ce mot n'a pas été prononcé, effectivement, pour des raisons qu'Antoine aussi a évoquées. Maintenant, en fait, comme tu viens de dire, il n'y a pas une planification pour l'instant, j'espère pas, de la part de la Chine. En même temps, la Chine, jusqu'à hier, elle niait l'existence des camps. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'elle va nous révéler au monde? Oui, nous avons en fait planifié finalement à exterminer tous les Ouïghours. Évidemment, elle va pas le dire. Maintenant, en fait, jusqu'à là, tout ce qu'on fait, on a pu avoir, c'est grâce aux journalistes, grâce aux chercheurs qui ont pu trouver des preuves comme quoi, en fait,
la Chine elle est en train de procéder à un vaste système de camps de concentration visant une population en particulier, particulière selon les critères ethniques et religieux. Donc, cela nous rappelle peut-être quelque chose, si on n'ose pas parler de génocide. Et j'espère pas, pour l'instant. Maintenant, en fait, on parle de 500 000 personnes, 500 000 Ouïghours qui étaient à la base dans les camps. Ils sont transférés, ce qui est preuve, transférés dans des prisons en Chine, dans des différentes prisons. On ne sait pas où sont, quel est le sort de ces 500 000 Ouïghours qui sont déjà transférés. Et on parle maintenant de 3 millions de Ouïghours et d'autres turcophones dans des camps. Et on a vu, effectivement, il y a eu des personnes qui sont, tout à l'heure, selon ta question, il y a eu certaines personnes qui sont sorties, mais comme peut-être... voilà, nombreuses personnes, en fait, on a pas mal de témoignages maintenant. Cependant, toutes personnes qui sont sorties des camps, que ce soit en dehors ou à l'intérieur de la région, on assiste à un affaiblissement ou à une soudaine mort suite à leur sortie, un jour ou quelques jours plus tard. Ceux qui ne sont pas encore morts, ils sont totalement détruits, physiquement et mentalement. Donc on assiste en fait, même si c'est 3 millions de personnes qui seront, espérons qu'ils seront relâchés avec la pression internationale, mais comme on a lu dans un article de l'anthropologue Darren Byler, une chinoise qui a travaillé pour l'envoi des Ouïghours dans des camps, elle a dit effectivement, en fait, elle a peur si un jour la Chine elle décide de relâcher ces millions de Ouïghours, elle a peur de qu'est-ce qu'ils vont faire ces Ouïghours relâchés. Les Chinois ils ont peur de vengeance et que si une simple personne a pensé à ça, comment le gouvernement chinois qui a planifié cela depuis très longtemps, comment le gouvernement chinois ne va pas penser aux conséquences et aux résultats, aux vengeances éventuelles de ces millions de personnes à la sortie de ces camps. Donc, voilà. Merci.